Bilan immunologique et le bilan étiologique des plombopathies infiltrantes diffuses fibrosantes. Vous le savez tous, si l'asthme pose énormément de problèmes, les plombopathies infiltrantes diffuses posent également beaucoup de problèmes parce que c'est en même temps un groupement de pathologies qui se ressemblent par beaucoup d'aspects cliniques, fonctionnels, radiologiques avec des patterns qui se chevauchent, également histologiques et pathologiques, et pour autant ce sont des maladies qui sont très différentes, très différentes sur des données épidémiologiques, très différentes sur des étiologies, et quand je dis étiologie, fatalement, je vais dire réponse thérapeutique et pronostic. Et donc, le casse-tête du pneumologue, c'est de dire, quand on est devant une PID, est-ce que c'est une PID totalement idiopathique, ou alors est-ce qu'elle relève d'une étiologie ou d'une forme particulière, parce qu'à ce moment-là, clairement, la prise en charge est totalement différente, et vous le voyez très bien ici sur cette classification, on a le groupe de PID, un groupe de PID qui est totalement idiopathique versus l'autre groupe, l'autre partie des plombopathies infiltrantes diffuses qui sont plutôt de causes connues ou particulières. Et donc, on a également, les concepts ont évolué puisque certaines de ces PID, notamment associées aux maladies de système, aux connectivites, ont un pouvoir aussi progressif que des PID idiopathiques, dont la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, effectivement, il est important d'en faire le diagnostic le plus tôt possible et de spécifier ou de mieux les traiter et de mieux les prendre en charge. Ici, sur ce tableau, vous avez un certain nombre de cohortes d'un peu partout dans le monde. Ça va des pays arabes jusqu'aux pays européens et américains. Et on voit ici, en orange, la proportion de plombopathies infiltrantes diffuses dont la cause est une connectivite. Ce n'est pas rien, c'est vrai, c'est variable en fonction des régions, et ça on le sait, les connectivites sont variables en fonction des régions, mais en tout cas, c'est clairement un problème à définir. Vous connaissez probablement ce papier, donc ça c'est la prévalence et l'incidence des PID à Paris. Et on voit là aussi, dans les PID de cause connue, les connectivites et vascularites constituent 56% du groupe de PID de cause connue. Et dans notre petite série du service, les PID de cause connue représentent 31%, et dans ces 31%, la part du lion est attribuée aux connectivites. Donc c'est vraiment un réel souci de poser le diagnostic de la maladie de système, sachant que quand on a une maladie de système identifiée, la stratégie thérapeutique est totalement différente, puisqu'à ce moment-là, ces patients sont éligibles à avoir un traitement immunosuppresseur et on aboutit et un suivi et une réponse et un pronostic qui est certes meilleur. Alors, quelle est la prévalence ou quelles sont les maladies de système ou les connectivites qui sont pourvoyeuses de PID? Sur cette petite série de 75 patients PID connectivites, les conséquents ou les conclusions sont claires. Les PID associés aux maladies ou les PID secondaires aux maladies auto-immunes sont des patientes plus jeunes et avec la PID peut-être révélatrice dans 8%. Alors, ce qui est pourvoyeur des plombopathies infiltrantes diffuses, c'est la sclérodermie dans 34% et la PR, mais toutes les autres connectivites peuvent être responsables d'une atteinte pulmonaire spécifique type PID. Maintenant, je voudrais revenir avec vous sur qu'est-ce que l'auto-immunité pour pouvoir définir les maladies auto-immunes et pour pouvoir comprendre le bilan immunologique. Alors, tout simplement, l'auto-immunité, c'est une espèce de rupture de mécanisme de tolérance, et donc notre système immunitaire va avoir une action contre ses propres constituants par la production d'auto-anticorps, et ces auto-anticorps vont avoir une cible, des antigènes, qui vont finir par entraîner des symptômes et donc une maladie auto-immune. Et donc, vous voyez bien, et vous le savez bien, les maladies auto-immunes, on pose le diagnostic d'une maladie auto-immune avec des critères et sur un certain faisceau d'arguments. Ces arguments sont cliniques, sont biologiques, et dont la présence d'auto-anticorps. Et mon premier message ici, c'est que de toute façon, la présence d'un auto-anticorps n'est en rien suffisant en lui-même. C'est-à-dire que l'auto-anticorps ne s'interprète qu'en fonction du contexte. On ne traitera une maladie auto-immune, on ne traitera jamais un auto-anticorps.
Et donc, dans les maladies auto-immunes, il y a des maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Donc, c'est une maladie qui vont, la lésion est limitée à un organe. C'est comme par exemple le diabète de type 1 ou la thyroïdite auto-immune, il y en a d'autres. Et puis, les maladies auto-immunes qui ne sont pas spécifiques d'organes, où l'atteinte est systémique, et c'est là où on va voir l'atteinte pulmonaire. Et à ce moment-là, les auto-anticorps sont dirigés contre des antigènes de distribution assez ubiquitaire, et donc c'est pour ça qu'on va avoir des maladies, des connectivites avec une atteinte uniquement cutanée ou alors cutanée, pulmonaire, etc., etc. Donc, maladie auto-immune spécifique d'organes versus maladie auto-immune non spécifique d'organes. Parlons maintenant des auto-anticorps et quelle est la démarche diagnostique immunologique. Essayons de comprendre ces auto-anticorps. Alors, les maladies auto-immunes sont, comme vous le voyez, diverses, variables et très hétérogènes. Et bien, les auto-anticorps sont également très, très hétérogènes et de spécificité variable. Ça veut dire que vous pouvez avoir des auto-anticorps positifs sur plusieurs maladies de système. Dans la sclérodermie, on va le voir, il n'y a pas un auto-anticorps spécifique, mais il y en a beaucoup avec une spécificité qui est variable. Vous devez faire attention, et je voudrais attirer vraiment votre attention ici, quand vous demandez un bilan immunologique ou un auto-anticorps, il faut faire attention à la technique, puisque la technique est très importante et qu'on risque de voir beaucoup de faux négatifs en fonction de la technique. Et donc, le bilan immunologique va se baser sur 2 temps. Un premier temps de dépistage, à ce moment-là, on va doser les anticorps antinucléaires et il faut préciser à votre laborantin de le faire sous immunofluorescence indirecte. Et ce dépistage va vous renseigner sur 2 éléments, il va vous donner un titre et une fluorescence. Et puis dans un second temps, vous allez caractériser des spécificités. Idéalement, vous devez orienter votre biologiste, vous dire je suis plus sur une sclérodermie peut-être, donc tu vas me faire des antisclères, des antitopoisomérases, on va voir ça après. Idéalement, ce serait intéressant. Et donc, quand les anticorps antinucléaires, et on a des anticorps qui vont être spécifiques d'anticorps nucléaires et nucléoprotéines. C'est en général les auto-anticorps du lupus, les anti-ADN, les lysostones et les nucléosomes. Les anticorps spécifiques d'antigènes nucléaires solubles, c'est les anti-SM, RNP, SSA, SSB. Les anticorps dirigés contre les constituants du nucléole, les antisclères et les syndromes de chevauchement, PM-sclère. Et puis les anticorps dirigés contre les constituants du centromère. Bon, faites attention à cette diapositive, puisque je vais revenir dessus, et puis vous allez voir que je peux avoir de véritables maladies auto-immunes avec des anticorps, des anticorps antinucléaires totalement négatifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, la sensibilité des anticorps antinucléaires de la pathologie. Donc, dans le lupus, c'est 80-90%. Dans les conjonctivites mixtes, c'est à 100%. Donc, quand on a 100% de sensibilité. Et puis, vous voyez, les autres, c'est très, très variable. La PR, 45%. Le Gougerot, 55%. Bien. Donc, on va faire un auto-anticorps pour voir si c'est dépisté, puis essayer de cibler. Alors, quand je demande un dépistage des anticorps antinucléaires en IFI, eh ben, quel est le cut-off? Quel est le seuil que vous devez regarder? Eh bien, en fait, sur cette belle étude, on sait que, certes, les auto-anticorps, les anticorps antinucléaires sont souvent retrouvés chez les patients, on va dire, malades, qui ont probablement une connectivite. Mais il faut que vous sachiez qu'ils sont également positifs chez des sujets sains. C'est des sujets sains. C'est des sujets sains. Et donc ici, sur ce travail, si on retient de seuil à 1 sur 40, 20 à 30% des sujets sains seraient positifs. Et donc là, quand on arrive à un seuil 1 sur 160 ou 1 sur 320, ça commence à être intéressant. Et ce qui est pertinent ici, c'est de retenir comme seuil, pas 1 sur 160 comme on a l'habitude de voir sur le bilan, mais plutôt 1 sur 320. Deuxième renseignement, c'est l'aspect de fluorescence. Alors l'aspect de fluorescence, vous allez avoir plusieurs aspects. Donc les aspects centromères, on va trouver ça dans le sclérodermie et dans le syndrome de Crest avec une belle sensibilité de 95%. Un aspect qui est homogène, vous voyez ici, tout est bien vert. Donc c'est surtout dans le lupus. Et puis un aspect moucheté, c'est la majorité. Donc on a toutes ces séries d'auto-anticorps, les anti-SM, les anti-RNP, qui sont très spécifiques du syndrome de Sharp. Le RO52 dans le Gougerot, et on va voir que le RO52 sur une autre diapositive est relié à un facteur pronostic péjoratif, les anti-ARN polymérases dans la sclérodermie, etc. Bien.
On va trouver un aspect nucléolaire qui peut être granulaire ou moucheté, et c'est les anticorps anti-sclère 70 et les anti-PM sclère dans le syndrome de chevauchement. Et puis on va retrouver un aspect, c'est pas le noyau qui va prendre la fluorescence, mais c'est le cytoplasme qui va être positif. Et ce sont ce groupe de patients où vous allez avoir des anticorps antinucléaires négatifs, mais vous allez avoir une maladie de système, une connectivite. Et c'est pour ça, et c'est l'apanage de quoi? Des polymyosites, des myosites. C'est-à-dire qu'un anticorps antinucléaire négatif n'élimine en rien une myosite, et on va voir une très belle étude tout à l'heure. Et donc vous allez voir des antisynthétases, les JO1, les PL7 et les PL12, et les anti-MDN5, maladie terrible avec un pronostic très fâcheux. Les ANCA, ce sont des anticorps anticytoplasme des PNL, et l'immunofluorescence indirecte est ici réalisée sur frottis de PNL, puis identification de l'antigène cible. Alors vous connaissez les CANGA, donc antiprotéinase 3, qu'on va voir surtout dans le Wegener et dans la polyangéite microscopique, beaucoup moins dans la GEPA. Anticorps périnucléaire PANK, antimyéloperoxyde MPO, avec beaucoup dans le GEPA 60% polyangéite microscopique, et puis on va avoir parfois une réponse un peu bizarre. Anticorps périnucléaires atypiques, c'est les XANK, mais on les voit, ils sont surtout positifs dans les MIC. Ici, sur ce tableau, je vous ai listé un petit peu toutes les sensibilités de valeurs qui sont juste indicatives. Et vous allez voir qu'on va avoir des autoanticorps qui vont être positifs dans beaucoup de pathologies avec une sensibilité qui est variable. Bien. Regardons maintenant ensemble les formes cliniques des connectivites et les autoanticorps. C'est-à-dire, ma question est simple. Quand j'ai par exemple une sclérodermie, est-ce qu'il y a un autoanticorps qui me prédit que cette sclérodermie est pourvoyeuse de PID? C'est ça ma question. Et est-ce que la présence de tel ou tel anticorps est un facteur pronostic? Et est-ce que la présence de tel ou tel anticorps est une référence pour une réponse thérapeutique? Alors, je vous ai dit, le plus fréquent, c'est la sclérodermie. Dans la sclérodermie, regardez, tous ces autoanticorps peuvent être positifs. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire le cours, sclérodermie cutanée diffuse, sclérodermie cutanée limitée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la présentation de l'année dernière, mais on avait un petit peu parlé de tout ça. Si vous ne vous rappelez pas, je vous comprends. Et donc ici, dans la sclérodermie cutanée, vous avez vu ici que la présence de tel ou tel anticorps est reliée à un phénotype clinique. Et donc, retenez avec moi les antitopoisomérases, qui sont donc une sclérodermie avec des antisclères 70 positifs ou des antitopoisomérases positifs est une sclérodermie qui est associée à une PID sévère. Les anti-RNP, je vais les appeler anti-RNP, est là aussi associée au PID. Et dans la sclérodermie cutanée limitée, qui est généralement peu pourvoyeuse de PID, eh ben, la présence des anti-THTO est également associée à une PID qui peut être sévère. Donc là aussi, vous voyez bien que la présence de tel ou tel autoanticorps suggère le développement d'une PID. Et donc ici, alors j'ai emprunté cette diapositive à mon ami professeur May Abdallah que Said Ben Khedr connaît. Donc il nous a présenté cette diapositive lors de la masterclass ALD. Et clairement, quand on a une sclérodermie, eh ben, si on a une sclérodermie associée à antisclères 70 dans les sclérodermies diffuses, donc la PID est présente, est souvent présente. Lorsque j'ai une sclérodermie qui est associée à l'anti-RNP, dans le syndrome de chevauchement, et également lorsqu'elle est associée à le U1-RNP et au THTO. Les anticorps et le pronostic de la sclérodermie, donc 30% des patients qui ont des autoanticorps antisclères et anti-TH sont associés à une PID sévère, à une maladie plus sévère, puisque la mortalité, plutôt la survie à 10 ans est de 30% versus 93% lorsqu'il y a l'anti-PM sclère, par exemple. Et puis, dans l'étude SYNCIS que vous connaissez, qui a évolué l'apport de l'antifibrosan nintedanib chez des patients sclérodermie, et regardez, la réponse est différente en fonction de la présence des antitopoisomérases. Deuxième pathologie, le syndrome de Gougerot-Jorgen. Alors, dans le syndrome de Gougerot-Jorgen, vous savez que l'anti-SSA, donc le HERO60, fait partie des critères ACR-ELAR depuis 2016. Pour autant, dans 18 à 33%, les anticorps antinucléaires sont négatifs dans le Gougerot. C'est pour ça que dans le Gougerot, vous avez plein de critères, dont la BGSA, dont le phénomène de Raynaud, etc. Mais ce qui est important dans cette pathologie, c'est qu'il a été défini, il a été prouvé que la présence des
les anti-héros 52, ce sont les SSA, ont un risque indépendamment, ont un risque de développer les plombopathies infiltrantes diffuses. C'est-à-dire que, ici, regardez sur cette étude, alors, ces patients qui sont positifs au anti-héros 52 vont finir par développer la PID, alors que ceux qui sont négatifs ne vont pas développer la PID sur un suivi de 5 ans. Et donc, les auteurs concluent que l'anti-héros 52 est un facteur de risque indépendant de développement de la PID dans le syndrome de Gougerot-Jorgen et que ces patients-là méritent un screening ou un dépistage ou une surveillance beaucoup plus fine qu'un patient syndrome de Gougerot négatif, avec la réalisation de bilans fonctionnels réguliers et de DL, qui se base principalement sur la DLCO et éventuellement un suivi par un scanner low dose. L'autre groupement de patients, ce sont les myopathies. Alors les myopathies sont divisées, sont classées en polymyosites avec des critères cliniques biologiques et EMG histologiques, des myopathies à inclusion et des myopathies nécrosantes auto-immunes. Mais ce sont ces deux dernières entités qui sont associées au PID, la dermatomyosite, mais pas toutes les dermatomyosites, surtout la dermatomyosite avec des anticorps anti-MDN5 qui te donnent une atteinte pulmonaire, mais juste fulgurante, diffuse, mortelle, et les myosites de chevauchement, vous connaissez le syndrome des antisynthétases. Et donc ici, vous avez la classification des myopathies inflammatoires, où on voit ici le groupement des PID. Effectivement, dans la PID, dans la dermatomyosite amyopathique avec anti-MDS5 positif, dans les myopathies avec les JO1, les PL12 et les PL7 positifs, c'est-à-dire le syndrome des antisynthétases. La dermatomyosite amyopathique, PID dans 100% des cas, avec la présence d'un anticorps anti-MDN5, avec des formes florides, sévères et progressives, ce sont des patients que nous ne voyons pas. Nous ne les voyons pas parce qu'ils atterrissent directement aux urgences en réanimation. Le syndrome des antisynthétases, la présence de PID fait partie dans la définition des syndromes des antisynthétases. On va trouver des anti-PL7, des anti-PL12 dans 90 à 100% des JOA et des PL7. L'anti-PL7 est associé à un pattern pic. Et puis les autres syndromes de chevauchement où le pronostic est plus sévère. Je l'ai dit, pourtant, on en voit peu. Pourquoi? Parce que ce sont des formes fulminantes qui sont rapidement progressives, donc ce sont des patients qui atterrissent en RIA, et parce que ce sont des patients qui vont avoir des anticorps antinucléaires négatifs. Parce que ici, la fluorescence, elle est cytoplasmique, elle n'est pas nucléaire. Et c'est pour ça qu'il faut les demander, et spécifier. Ici, vous avez tout simplement une méta-analyse qui montre tout simplement l'incidence élevée des PID avec des patients anti-GO1 positifs, 90%, et la présence de PID anti-MDN5, sensibilité 85%, spécificité de 100%. Et donc, dans cette même méta-analyse, la présence du HERO52, du MDS5, et surtout quand on a les deux, te donne un pronostic, mais juste catastrophique de la maladie. Ici, en rouge, HERO-positif. Alors, je vois mal. En rouge, ici, en MD5 positif. Et lorsqu'on a les deux, le pronostic est catastrophique. Un dernier mot sur la PR et PID. Vous savez très bien que la PR a un polymorphisme, une atteinte pulmonaire qui peut se manifester par des PID, mais pas que. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la présence de l'anticorps anti-CCP est associée de manière significative à la présence de PID. Lorsque j'ai un anti-CCP supérieur à 100, il faut chercher la PID. Et puis, plus le titre anti-CCP est significativement plus élevé lorsque j'ai une PID-PR versus PR sans PID. Et donc, quelle est l'approche clinique immunologique pour le pneumologue au cours du bilan d'une PID? C'est un défi. Est-ce que c'est les idiopathiques? Est-ce qu'elle est secondaire? Alors, il y a beaucoup d'articles qui essaient de définir un petit peu un certain nombre d'utilisations des auto-anticorps. On va demander d'abord des anticorps antinucléaires. S'ils sont positifs, on va essayer d'orienter, s'il vous plaît, le laborantin pour plutôt spécifier telle série d'auto-anticorps qui spécifie telle ou telle pathologie. Sinon, il faut de toute façon, demander les anti-GO1, chercher la myosite, parce que les anticorps antinucléaires seront de toute façon négatifs. Chercher le HERO52, parce qu'il a un pronostic fâcheux. Et puis, les ANCA éventuellement.
Alors, dans les recommandations françaises, les recommandations françaises, dans le cours du bilan de PID, on demande de faire un anticorps antinucléaire, des anti-CCP, facteurs rhumatoïdes et des ANCA. Mais les recommandations européennes, ATS, ERS, etc., ils spécifient bien ici que l'auto-anticorps doit être demandé en immunofluorescence et qu'il faut demander, regardez ici, le panel myositis, le DOTS myositis, systématiquement avec les anti-CCP, bien évidemment. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander l'œil de l'interniste. On l'a vu pour l'asthme sévère, c'est une concertation. Pour les PID, c'est encore une concertation. Alors, je ne vais pas vous encombrer avec... Alors, il y a plein d'algorithmes. Bon, la majorité ont été produites par les internistes ou les rhumatologues qui développent un espèce de questionnaire de screening, etc. Mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je pense que la bonne méthode, c'est nous sensibiliser, nous, en tant que pneumologue, aux maladies de système, à savoir les reconnaître. Alors, quels sont mes messages? Il est temps pour nous de maîtriser le bilan immunologique, hein, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Ayez le réflexe de demander les auto-anticorps en IFI pour le dépistage. Les auto-anticorps, les anticorps en nucléaire positifs vont te donner un seuil et un typage. Des anticorps antinucléaires négatifs n'éliminent pas formellement une maladie auto-immune, et notamment les myosites et le syndrome de Gougerot. On a des auto-anticorps qui ont été identifiés, risqués, associés au risque de PID, au pronostic de la PID et de la maladie auto-immune dans la sclérodermie. Cherchez la myosite. Retenez ces deux cutoffs, facteur rhumatoïde supérieur à 100, anti-CCP supérieur à 50, risque élevé de PID et PR, et intégrez les internistes et rhumatologues dans nos DMD. Et je conclue en disant que l'anticorps antinucléaire positif sans contexte clinique n'a aucune valeur, ni diagnostique, ni pronostic. Merci Mounia pour ce tour d'horizon sur le bilan immunologique des PID. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, docteur Rami. Son rhumatologue lui recommande d'aller voir le pneumologue. Il a bien fait. Qu'est-ce que je dois faire, madame, pour surveiller et éviter une atteinte pulmonaire d'origine rhumatismale? Alors, tout va dépendre de quelle connectivité. Alors, tu dis rhumatologue, donc je pense qu'elle a peut-être une polyarthrite rhumatoïde. Donc, elle a probablement une polyarthrite rhumatoïde. Bien. Il faut savoir que les rhumatologues ont produit beaucoup d'écrits et qui sont assez clairs. Et il y a une stratégie de surveillance et de screening des patients qui ont une PR qui se base sur, bien évidemment, la clinique, bien évidemment, les bilans fonctionnels. Alors, si c'est une PR avec des anti-CCP supérieurs à 50 et un facteur rhumatoïde supérieur à 100, et bien que la patiente soit totalement asymptomatique, on doit lui faire une exploration fonctionnelle respiratoire poussée qui comprend une DLCO et à ce moment-là, chercher l'atteinte pulmonaire. Alors la spirométrie, elle peut te montrer de l'obstruction comme elle peut te montrer une restriction, et la DLCO, parce que comme tu sais, la PR, on peut avoir une atteinte bronchique, une atteinte pleurale, une atteinte interstitielle. Mais ce qui est très très important aussi, c'est que le message soit clair au rhumatologue, c'est qu'on doit faire un bilan initial de départ, on doit suivre ces patients, donc on verra en fonction du facteur de risque, il y a des facteurs de risque de PID chez les patients qui sont PR, refaire les bilans fonctionnels de manière régulière, faire le bilan fonctionnel en pré-thérapeutique pour ne pas avoir à se poser la question à un moment donné, est-ce que c'est le médicament, est-ce que c'est la maladie, d'accord? Et on va suivre conjointement notre patiente. Une autre question? Oui, au fond de la salle. Bonjour, merci Mounia pour cette belle présentation. Vous avez trop insisté sur les pneumopathies secondaires et le travail de l'interniste sur le rhumato. C'est vrai que nous, vous êtes au CHU, vous faites peut-être que ça, donc vous avez l'habitude. Mais nous, dans le cabinet, on ne peut pas faire ce travail. Lequel de travail? Non, je veux dire qu'on peut suspecter une pneumopathie secondaire, mais d'habitude, en général, on envoie pour l'interniste pour qu'il examine bien son patient quand on suspecte une pneumopathie secondaire et qu'il fasse un bon bilan et qu'il l'interprète, parce que franchement, on n'a pas les capacités. Peut-être vous, oui, au CHU. Voilà, c'est mon avis. Peut-être que je vais chercher d'autres, une pneumopathie extrinsèque, par exemple, maladie d'éleveur d'oiseaux, ou je fais un bilan.
Mais je travaille avec des internistes voilà, donc je pense qu'il faudra laisser le travail pour l'interniste. On est pneumologue, on ne peut pas faire le travail Voilà, ça c'est mon avis. Il y a un autre problème, c'est que parfois on reçoit un patient qui n'a pas les moyens de faire tout ce bilan, parce que ça coûte cher ce bilan, hein. Parfois, il faut envoyer pour le bilan au bon labo, il faut savoir l'interpréter, et ça coûte très très cher. Donc, soit j'envoie directement au CHU dans un centre comme le vôtre, qui fasse le bon bilan et qui soit suivi, qui soit discuté en DMD, soit si je abrégé, une s'il vous fibrose, une fibrose idiopathique, c'est une autre histoire, voilà. Alors, si je peux juste répondre le plus rapidement possible, je ne suis pas très d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as un patient qui va venir pour une PID. Il va revenir et tu vas faire un interrogatoire. Tu vas chercher des signes et tu vas trouver des signes. Ok? Ça, c'est d'un côté. Tu me dis que le bilan immuno est difficile à interpréter. Finalement, non. Parce que, en fait, tu as des seuils, tu as des quotas et tu as une façon de faire. Effectivement, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, quoi. Si tu veux pas, tu veux pas, ok. Mais ce n'est pas plus chronophage et ça ne te prend pas plus de temps. Pourquoi je te dis qu'on ne doit s'y mettre? Parce que ce sont des pathologies de plus en plus fréquentes. En aucun cas, je n'occulte ni dénigre le travail des amis internistes. Il faut qu'on travaille ensemble. Pourquoi? Pour qu'eux suivent bien la maladie de système, la connectivité, parce que le problème ici, c'est qu'ils ont raison, ils sont focus sur leur maladie de système, puisqu'ils ont une étiologie, et ils vont se dire que le traitement, le MMF, ou l'endoxan, ou que sais-je, va suffire à gérer le poumon, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc il faut qu'on crée ces espèces de ponts de discussion entre nous, pneumologues, et les internistes. Il faut qu'on y pense, parce que le patient vient avec une PID, il vient chez toi d'abord, il vient avec une plainte respiratoire, d'accord? Et donc ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça réellement. Ça commence par les anticorps antinucléaires, tu as des cutoffs et puis tu cherches c'est des petites choses que tu commences à chercher et au fur et à mesure tu vas commencer à avoir toi-même ton œil et savoir et pouvoir discuter. Alors la DMD, etc., oui, c'est l'idéal, je suis bien d'accord. Après, il y a plusieurs façons de faire. Il y a beaucoup plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, les réseaux, le contact, le téléphone, que sais-je. Mais juste, il faut s'y mettre, il faut vraiment qu'on se mette à bilanter nos patients, à les suivre et qu'on comprenne ces bilans c'est un bilan biologique. C'est pas je crois que c'est un bilan biologique que je dois savoir lire de toute façon. Ça, c'est mon avis. Merci beaucoup Mounia pour tes réponses pertinentes. Et sans plus tarder, pour rester toujours dans le thème des PID, on passe au symposium des laboratoires Boehringer avec mon ami Hind Sarhan.